Je vous propose de m'accompagner dans une visite de l'exposition du musée du Louvre-Lens intitulée Sabière en artiste. C'est la 25e exposition de ce musée, exposition temporaire, et le titre n'est pas d'une grande précision, et donc il est précisé par un sous-titre, L'artiste et le vêtement. Ce qui signifie que, si on s'intéresse au sens des mots, on va se consacrer au costume effectivement porté par l'artiste dans son atelier, ou bien alors au costume que porte l'artiste tel qu'il se représente sur sa toile. Et cette thématique que l'on peut suivre dans l'histoire des arts depuis le Moyen Âge, la fin du Moyen Âge, eh bien, on peut la suivre aussi dans la première moitié de l'exposition. Une autre thématique qui n'est pas exactement soulignée par le thème de l'exposition peut faire du vêtement une création de l'artiste. On entre alors dans le domaine de l'application de la création artistique à la confection des vêtements, de l'art à la couture en somme. L'artiste, dans son effort de création artistique, parvient à créer des vêtements qui sont portés par les autres hommes. Ce thème n'est pas du tout absent d'exposition, mais il n'est pas très développé. La fin de l'exposition est surtout consacrée à l'artiste utilisant le tissu ou même la fibre textile comme support de sa création. L'artiste s'intéressant plus à la matière qu'aux vêtements et risquant donc de perdre de vue le propos initial qui est contenu dans le titre, c'est-à-dire s'habiller en artiste, l'artiste et le vêtement. On peut estimer que le sujet choisi, s'habiller en artiste, a un véritable intérêt, même si de prime abord, le thème peut paraître quelque peu microscopique. Commençons par le premier thème de l'exposition, l'artiste drapé dans son costume. Comment s'habiller les premiers artistes? Existe-t-il pour eux un vêtement distinct? Ce sont des questions qui ont préoccupé les artistes eux-mêmes au fil du temps. Ce que l'on peut savoir de l'artiste dans l'Antiquité, c'est que, il n'y a pas de différence à l'époque entre l'artisan et l'artiste. Celui ou celle qui produit des représentations par le trait, par le relief, par la couleur, est vu comme les autres artisans. Il est d'ailleurs payé comme les autres artisans. Et cependant, des siècles plus tard, les artistes européens vont se référer à des récits antiques mettant en scène des artistes plus ou moins légendaires en s'efforçant d'imaginer les costumes que ses prédécesseurs pouvaient porter. Il y a une sorte de fantasme de l'artiste en toge, si l'on peut dire, et cela peut s'expliquer de deux façons. D'une part, il y a un élément qui est complètement passé sous silence par le musée du Louvre-Lens, ce sont les effets de la révolution industrielle. Les tissus qui étaient jusque-là rares et chers deviennent subitement beaucoup plus abondants et bon marché, ou en tout cas meilleur marché. C'est la révolution industrielle qui provoque une augmentation spectaculaire de la quantité disponible de tissus, de cotonnade, de lainage. Et donc, la toge, si l'on rêve de toge, la toge devient accessible euh, pour la bourse de l'artiste qui n'est pas qu'une bourse plate. Et puis, il y a d'autre part la découverte, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, des cités ensevelies du Vésuve, Pompéi et Herculanum, qui apportent, non pas exactement des vêtements, quand même pas, mais qui apportent des images de vêtements sur les fresques, des images de vêtements portés au quotidien. Il y a des fresques, il y a des sculptures, et cela suscite une passion pour l'Antiquité qui va s'emparer des Européens. On va rêver de toges, on va rêver de robes fluides et on va se parer de ces vêtements. Et il y a en effet, à la fin du XVIIIe siècle, autour de Maurice Quay, un groupe d'artistes qui incarne au fond cette passion pour la toge. Ce sont les méditateurs de l'Antique. Les méditateurs de l'Antique, on dit aussi les penseurs ou les barbus. Il s'agit d'un groupe de peintres, élèves de David, qui sont réunis autour de Maurice Quay, que l'on voit ici, représenté par Isner.
Ces peintres, ces élèves de David, ces jeunes artistes, entrent en dissidence contre l'enseignement de leur maître et ils veulent radicaliser le style néoclassique que David incarne à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle. Et David, les ayant chassés de son atelier, après les critiques proférées contre lui, eh bien, les méditateurs de l'Antique se retrouvent dans un monastère abandonné de la région parisienne. Il pousse donc l'idée du néoclassicisme à l'extrême. Il se réclame d'un retour à une peinture basée sur des motifs linéaires inspirés des vases grecs, ou il se réclame aussi de compositions simples inspirées des débuts de la Renaissance italienne. Ils étendent leur pensée au-delà de la peinture et cherchent à l'appliquer aussi à la vie quotidienne. Ils se constituent pratiquement en une secte qui vit en communauté, qui se contente d'une nourriture végétarienne et qui n'hésite pas à se promener en toge dans les rues. On raconte une anecdote à propos de Maurice Quay, qui a été amené, on ne sait pourquoi, à dialoguer avec le premier consul, Bonaparte. Bonaparte demandant à Quay, mais pourquoi avez-vous adopté une forme d'habillement qui vous sépare du reste du monde? Et Quay répondant, pour me séparer du reste du monde. Donc le groupe, évidemment, ne survit pas à Maurice Quay, qui meurt en 1803. Et le paradoxe veut que nous n'ayons pas d'image de Maurice Quay vêtu en toge. Nous n'avons que ce portrait de Risner. On n'a pas d'ailleurs de composition de Maurice Quay lui-même, ou très peu. Enfin, il faut dire que l'artiste est mort à l'âge de 26 ans. On lui attribue néanmoins la création d'un néologisme, le mot rococo, qu'il a peut-être créé en 1797, alors qu'il était encore dans l'atelier de David, afin de mettre en cause, afin de tourner en ridicule un style radicalement opposé à ses goûts. Alors, Reisner représente ici Maurice Quay en jeune homme barbu, les cheveux en bataille, la chemise largement ouverte, non cravatée, les yeux dans le vague. C'est un portrait qui date forcément d'avant 1803, puisque Maurice Quay est mort en 1803, et c'est un portrait qui rappelle la nature passionnée et charismatique de Maurice Quay, qui a impressionné ses compagnons, qui a impressionné d'une certaine façon ses contemporains. Il n'y a pas que les hommes qui s'habillent à l'antique, la période est propice aussi pour que les artistes femmes gagnent davantage de liberté. Et c'est le cas de Constance Mayer, que l'on voit là. Constance Mayer Lamartinière, pour citer son nom complet, qui se représente, donc c'est une artiste peintre qui se représente ici avec une expression mélancolique. Son regard doux semble questionner le spectateur, et s'efforce d'établir une connexion avec lui. Euh, les spécialistes peuvent repérer dans la manière de Constance Mayer une influence de Prudhon. Prudhon qui a été le maître de Constance Mayer, qui a été son collaborateur, qui a été aussi son compagnon. Et néanmoins, on peut remarquer dans la manière de l'artiste une touche éloignée de la représentation idéalisée que Prudhon peut développer de son côté. C'est une artiste qui a une certaine notoriété à son époque, et on voit qu'elle s'est drapée dans une cotonnade blanche, longue, qui évoque ce qu'elle pense être le vêtement des femmes de l'Antiquité. L'attrait pour le vêtement antique donne lieu aussi à la composition de costumes de cérémonie, pourrait-on dire, durant la Révolution. On voit ici un manteau de cérémonie de représentant du peuple porté au Conseil des Anciens à l'époque du Directoire. C'est une composition de David, le peintre donc, qui dessine des costumes inspirés de l'art gréco-romain pour les élus, pour les fonctionnaires, pour lui-même, parce que lui-même a été représentant élu du peuple. Il s'inspire donc de l'art gréco-romain et c'est donc une sorte de composition néoclassique qui est proposée aux contemporains.
L'admiration pour le vêtement antique ne se limite pas à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. On en trouve des traces jusqu'au XXIe siècle, jusqu'au XXe et au XXIe siècle. On voit là, par exemple, deux créations de la maison Christian Dior, donc à la fin du XXe siècle. À gauche, vous avez une robe dessinée par Gianfranco Ferré qui s'inspire des colonnes de l'architecture antique. La forme des colonnes, d'après Vitruve, était en effet inspirée de la forme du corps humain. Et Gianfranco Ferré a appelé cette robe Palladio. Palladio, c'est à la fois une réminiscence de l'architecte italien de la Renaissance, très admiratif de Vitruve, et c'est aussi une manière de nommer cette composition tout inspirée de l'antique. Quant aux vêtements de droite, c'est une composition de Maria Grazia Chiuri pour Christian Dior aussi. C'est c'est une robe plus simple sur laquelle on a porté la mention donc, est-ce que les vêtements sont modernes? Et il y a le nom de Bernard Rudowski qui est indiqué aussi. Donc, une citation de Bernard Rudowski et le vêtement semble répondre à cette question de Rudowski. Rudowski était un architecte, un artiste du milieu du XXe siècle qui avait organisé en 1944 à New York une exposition sur le vêtement. Et il développait dans cette exposition l'idée que le vêtement est notre première maison, que par conséquent, il est adapté à l'usage qu'on en fait et que tout ce qui n'est pas moderne, tout ce qui n'est pas en rapport avec les usages contemporains du vêtement, tout ce qui peut être, par exemple, la haute couture, se trouve être éphémère et finalement déconnecté du monde moderne. Ici, la créatrice, donc Maria Grazia Chiuri, semble répondre de manière ironique et malicieuse à cette question posée en 1947 par Rudowski. La période est marquée par la redécouverte de l'Antiquité et par le triomphe de la navette volante, mais elle se déploie aussi dans un univers fondamentalement chrétien. L'artiste chrétien qui se représente en tant que peintre revendique Saint Luc comme protecteur, comme référence, et il va donc se présenter dans des œuvres le mettant en scène en costume, en drapé, en manteau, donc impressionnant. Ici, on voit que le peintre représente Saint Luc peignant la Vierge, et que les traits du visage qu'il donne à Saint-Luc sont en fait ses propres traits. C'est un autoportrait. L'artiste décrit l'activité de l'atelier et montre la hiérarchie qui y règne. Au fond, on voit les collaborateurs qui travaillent, qui préparent la toile, qui broient les couleurs et qui portent un tablier. Les aides peintres, un petit peu plus relevés, qui préparent donc la toile, portent un pourpoint, portent des chausses comme des gentilshommes. Et le peintre lui-même porte un long manteau et une robe plus solennelle. Cette gradation dans le vêtement traduit le passage du matériel au spirituel. Le peintre se revendique à la fois comme euh, témoin du monde spirituel qu'il représente sur la toile et comme médiateur avec le monde terrestre. Il y a ici donc cette revendication qui passe par la hiérarchie des costumes. L'artiste peut donc se peindre au travail dans son atelier et il ou elle peut se peindre en artiste par conséquent. C'est ce que l'on voit avec cette toile de Sophonisba Anguissola qui date donc du milieu du XVIe siècle. À cette époque, les peintres commencent à réaliser des autoportraits autonomes, en dehors des grandes compositions qu'ils peuvent proposer. Ils se représentent souvent vêtus richement, comme leurs prestigieux clients. Ces autoportraits reflètent le métier et affirment l'identité de l'artiste. On voit donc ici une œuvre de Sophonisba Anguissola. Alors, cet artiste peintre du XVIe siècle, qui meurt en 1625, a été l'une des toutes premières femmes peintres ayant réussi à atteindre de son vivant les sommets de la scène artistique européenne.
l'une des toutes premières femmes peintres célèbres. Elle est née dans une famille de petite noblesse à Crémone vers 1532. Elle a été l'élève de divers peintres, et notamment celui qu'on voit là, Bernardino Gatti. Elle s'est fait connaître en Italie en se spécialisant dans les portraits. Lorsque Vasari compose en 1550 ses vies des peintres italiens, il la mentionne parce qu'il mentionne Michel-Ange qui soutenait que la jeune fille possédait un réel talent. À la fin des années 1550, Sophonisba Anguissola part pour l'Espagne, pour la cour de Philippe II. Elle devient la dame d'honneur de la reine. Elle est professeure de la reine, elle est peintre officielle de la cour, elle peint des portraits de cour, et son œuvre a longtemps été méconnue pour deux raisons. D'une part, vu sa position et vu son statut, elle appartient à la noblesse et elle est la dame d'honneur de la reine. Elle ne peut pas ouvrir une boutique de peintre, elle ne peut pas vendre ses peintures, elle ne peut pas être un peintre comme les autres, au fond. Et d'autre part, les archives de la cour espagnole ont été détruites dans l'incendie du Palais Royal, dans l'incendie de l'Alcazar en 1734. Et donc les productions de Sophonisba Anguissola sont restées jusqu'à nos jours euh, entourées d'un certain mystère. Au fond, maintenant, on a travaillé un petit peu et on a réussi à comprendre qu'elle était l'une des grandes artistes de la cour espagnole, donc dans les années 1560. Après la mort de sa protectrice en 1568, elle rentre en Italie. Et on a deux portraits d'elle à la fin de sa vie, donc dans les années 1610-1620. Donc des portraits en vieille femme, en somme. L'un est un autoportrait, donc elle se représente en femme âgée, et l'autre, qui date de l'année précédant sa mort, c'est un portrait de Van Dyck qui était de passage en Italie, à Palerme, et qui la représente donc en tant que peintre âgé. Ici, elle se peint, comme on voit, dans un brocart rouge luxueux, affirmant sa position sociale et son talent. Donc, il faut bien comprendre la composition. C'est une peinture de Sophonisba Anguissola qui représente son maître, Bernardino Gatti, peignant un portrait de Sophonisba Anguissola. C'est un portrait qui est tout à fait complexe dans sa composition. En plus, il y a eu des repentirs, plusieurs repentirs, notamment pour ce qui concerne la main gauche de Sophonisba. C'est surtout la restauration récente de ce portrait qui a permis d'attirer l'attention sur l'œuvre et notamment sur la couleur du vêtement. Euh, c'est une peinture qui, au fond, exalte la gloire de la femme, la gloire de la peintre, la gloire de l'élève par rapport au maître. C'est une peinture qui est un témoignage tout à fait marquant du statut de l'artiste, du statut qu'elle a réussi à acquérir. Et cette affirmation est réalisée par le biais du vêtement donc en brocart rouge. Au XVIIe siècle, on voit même la mode devenir un instrument de contrôle politique. Euh, à l'époque de Louis XIV, par exemple, le roi n'hésite pas parfois à édicter précisément ce qui doit être porté et par qui. Les portraits en mode, comme on dit à l'époque, se multiplient. Et cela influence les artistes, comme en témoigne l'autoportrait de Pierre Mignard, que l'on voit ici, qui se représente dans un costume tout à fait particulier. En effet, il n'est pas rare à cette époque que le costume représenté par l'artiste sur sa toile soit un costume immaculé, sans tache. Et d'autre part, les vêtements qui sont représentés, les vêtements d'intérieur, même parfois les vêtements d'atelier, sont taillés dans des tissus de prix, dans des velours, dans des soieries, qui sont a priori des étoffes peu adaptées aux pratiques du métier de peintre, qui sont quand même des pratiques assez salissantes. Et Mignard se représente ici donc en directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il est le successeur dans cette fonction de Charles Lebrun. Et Mignard se représente
dans une posture qui a été celle de Charles Lebrun dans plusieurs portraits. La pose évoque des gravures de mode de l'époque et Mignard est habillé avec raffinement d'une robe de chambre et de pantoufles, donnant à voir, en somme, l'intimité d'un homme de goût. Euh, Autoportrait du peintre en artiste, mais pas exactement dans son atelier quand même. Donc l'artiste se vêt volontiers de velours et de soieries, et cela a inspiré même des créateurs du XXIe siècle. On voit là par exemple une robe de John Galliano créée en 2007 pour la maison Christian Dior. Euh, c'est une série que Galliano avait appelée le bal des artistes. Il s'agissait de créations portant des noms d'artistes du XVIIIe siècle que l'on pouvait mettre en rapport, en somme, avec des portraits créés par les artistes au XVIIIe siècle. Et le musée du Louvre-Lens s'était forcé de reconstituer un petit peu cette atmosphère, comme on le voit sur la photographie. Voilà une peinture montrant Catherine Duchemin. Euh, C'est une œuvre qui a été réalisée par un artiste qui évolue dans l'entourage de Lebrun, on ne connaît pas son nom, mais il nous montre Catherine Duchemin en peintre, ce qu'elle était, en peintre de fleurs, c'était sa spécialité. Il la montre à son chevalet, donc même remarque, un vêtement taillé dans des étoffes de qualité, un vêtement propre, sans aucune tache de peinture, un vêtement qui n'est pas du tout un vêtement d'atelier. C'est Catherine Duchemin en représentation en quelque sorte. Et Catherine Duchemin a plusieurs particularités intéressantes. Elle a été la première femme reçue à l'Académie royale de peinture en 1663. Elle était certes l'épouse du sculpteur Girardon, mais elle a été reçue en fonction de ses mérites en tant que peintre. C'était d'ailleurs le vœu de Louis XIV qui avait expliqué qu'il fallait recruter les artistes sans avoir égard à la différence des sexes, a-t-il dit. Alors cela s'est fait pendant quelques dizaines d'années, cela se fait beaucoup moins au XVIIIe siècle, mais Catherine Duchemin est donc la première dans cette catégorie. Elle est représentée ici en train de peindre une nature morte. Elle est vêtue élégamment et les, le haut du corps est orné de rubans, ce qui est tout à fait en vogue à l'époque. Un autre portrait peut être présenté, c'est celui du sculpteur Guillaume Ier Coustou, réalisé par Jean-François Delien. Jean-François Delien est un artiste reçu à l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1725. Le tableau que l'on voit là est son morceau de réception à l'Académie. Et il représente donc le sculpteur Guillaume Coustou, qui est un sculpteur lyonnais, professeur à l'Académie, euh, l'artiste est représenté ayant devant lui une statuette évoquant une allégorie du Rhône qu'il a effectivement sculptée, mais Guillaume Coustou est surtout connu pour être l'auteur de la paire de chevaux qu'on appelle les chevaux de Marly, qui ont été installés au château de Marly dans un premier temps, puis à l'entrée des Champs-Élysées dans un deuxième temps, et qui sont maintenant présentés au musée du Louvre. Et donc, l'artiste est représenté ici avec une chemise ouverte, avec une veste, le peintre lui a donné une allure familière et libre. On remarque qu'il est drapé dans une étoffe de couleur rose, et au milieu du XVIIIe siècle, enfin dans la première moitié du XVIIIe siècle, le rose n'est pas encore une couleur, si on peut dire, genrée au féminin. On le voit bien ici. Donc un artiste représenté par un autre artiste en costume d'artiste. Et puis un autre exemple peut être évoqué, c'est cet autoportrait de Hyacinthe Rigaud qui date de 1711. Rigaud est né à Perpignan, il a reçu une formation d'artiste dans le sud de la France, ensuite il est arrivé à Paris à l'âge de 22 ans et il est devenu professeur à l'Académie royale de peinture. Il est anobli par sa ville d'origine dans un premier temps, et puis par le roi en 1723. C'est un artiste réputé qui
a réalisé plusieurs portraits, notamment des portraits royaux. Il y a un célèbre portrait de Louis XIV, il y a un non moins célèbre portrait de Louis XV, même deux portraits de Louis XV en costume de sacre qu'il a réalisé. Donc un portraitiste de talent qui euh, a réalisé aussi des autoportraits et des portraits familiaux qui sont réputés et qui le montrent, comme on le voit ici, ayant une posture non pas figée, mais quand même relativement altière, les yeux qui fixent le spectateur avec un regard bienveillant et euh, la tête coiffée d'un bonnet. Rigaud avait la particularité donc d'être un maître du portrait et de l'autoportrait, et il avait la particularité aussi de s'intéresser aux portraits et aux autoportraits de Rembrandt. Et l'exposition présente en effet quelques toiles de Rembrandt, quelques autoportraits de Rembrandt, dont celui-ci, autoportrait au chevalet à l'appui-main de peintre. C'est c'est une des peintures les plus caractéristiques d'un genre que Rembrandt a pratiqué très volontiers. Donc Rembrandt a réalisé de nombreux autoportraits, le représentant à différents moments de sa vie et dans différents costumes, le représentant parfois, comme on le voit ici, en peintre, au chevalet, se préparant à peindre, mais habillé dans un costume qui évoque plutôt, je dirais, les temps anciens. Si on tient absolument à dater le costume en question, c'est plutôt un costume dans le goût du XVIe siècle, à vrai dire, qui est représenté ici à la fin du XVIIe siècle. Euh, si on veut, on peut y voir une réminiscence de Titien que Rembrandt admirait beaucoup. L'artiste et le vêtement, cela peut signifier éventuellement le vêtement dans lequel l'artiste aime à se représenter de façon plus ou moins réaliste, mais cela peut signifier aussi le vêtement que l'artiste porte effectivement et qui parfois peut apparaître dans la représentation. Il y a de nombreuses représentations d'artistes vêtus de diverses façons et l'exposition en présentait essentiellement deux. D'une part le buste et d'autre part le vêtement noir. Le buste est inspiré de l'Antiquité. Il réapparaît à la Renaissance et il se multiplie au XVIIe et au XVIIIe siècle. Le buste, c'est bien souvent un portrait et la multiplication des portraits est telle que l'on en vient, comme c'est le cas à Londres en 1856, à établir un musée national du portrait, National Portrait Gallery, qui, à vrai dire, ne montre pas seulement des portraits d'artistes, mais des portraits de célébrités britanniques. Mais il y a en France, en 1880, un véritable projet de création d'un musée des portraits d'artistes. Ce projet n'aboutit pas, mais le fait qu'il ait été formé est déjà significatif. Alors, l'exposition présentait donc quelques bustes d'artistes. On a ici un premier buste datant de la fin du XVIIe siècle qui nous montre Hannibal Carrach. Donc Hannibal Carrach est un peintre du XVIe siècle, c'est l'un des grands artistes italiens du XVIe siècle, et il est reconnu comme tel en Italie, au point qu'il y a le tombeau d'Hannibal Carrach dans le Panthéon, à côté de celui de Raphaël. Et on voit ici que l'artiste est habillé très soigneusement, de manière très élégante. Il porte un pourpoint sur lequel émerge un petit col et le tout est souligné par un généreux drapé évoquant des bustes romains, par exemple. Voilà à peu près contemporain un buste d'Antoine Coisevaux représentant Charles Lebrun. Entre la création de Ron-Denis et l'époque de Carrache, il s'est écoulé un siècle environ. Entre la création de Coiseau et l'époque de Charles Lebrun, il n'y a pas de temps qui soit écoulé. Les deux artistes sont contemporains et se connaissaient bien. Ce buste n'est pas exactement le morceau de réception de Coiseau à l'Académie de peinture et de sculpture que dirigeait Lebrun d'ailleurs, mais enfin, on peut considérer qu'il en tient lieu. Et donc, on a un personnage qui est représenté de façon tout à fait impressionnante, avec une perruque bouclée, avec une chemise plissée au col droit, qui est, semble-t-il, brodé, et le col est fermé par un bouton d'orfèvrerie.
On voit à travers le pli du manteau, on voit un petit bijou qui est là et qui s'appelle une boîte à portrait. Alors la boîte à portrait, c'est un bijou très caractéristique de la fin du XVIIe siècle, très caractéristique et très significatif. Il s'agit en fait d'une idée qui est venue à Louis XIV, faire fabriquer des bijoux destinés à être offerts à des personnes que l'on cherche à honorer, par exemple des ambassadeurs. Donc il s'agit d'une plaque de cuivre sur laquelle est peinte le portrait du roi Louis XIV, donc, et la plaque de cuivre est incrustée de diamants. Donc c'est un bijou à la fois précieux, honorifique et tout à fait solennel. Et Lebrun reçoit un tel bijou donc en 1667, le brin a été anobli par Louis XIV en 1661. Il reçoit le bijou en 1667 et il le porte ensuite systématiquement au cou. Et naturellement, Coisevaux, quelques années après, représente ce bijou sur le buste de Lebrun. Donc voilà une signification intéressante. On peut montrer l'artiste tel qu'il est effectivement habillé dans la vie quotidienne. Lebrun portait effectivement la boîte à portrait à son cou. Un autre buste pouvait être repéré, c'est celui de Madame Gigel Lebrun par Pajou. C'est un buste en terre cuite ici et pas en marbre, contrairement aux deux précédents. C'est un, le sculpteur a donné à Madame Gégé Lebrun une position simple, une position naturelle, et le vêtement qu'il lui a attribué est un vêtement, disons, antiquisant, qui n'est pas du tout une lubie du sculpteur, mais qui correspond tout à fait à la manière dont Élisabeth Vigée-Lebrun aimait s'habiller. Elle le dit d'ailleurs dans sa correspondance. Elle dit qu'elle portait très volontiers des robes blanches de mousseline ou de linon. Dans tous mes portraits, dit-elle, je me suis peinte ainsi, excepté dans celui qui est au ministère de l'Intérieur, où je suis costumée à la grecque. Donc on peut considérer qu'il s'agit d'une représentation relativement réaliste d'Élisabeth Vigée-Lebrun à travers ce buste. En dehors des bustes en marbre, l'exposition a montré toute une série, notamment ces deux-là. En dehors de ces bustes, il y a comme autre exemple de costume effectivement porté par l'artiste, eh bien, il y a par exemple ce portrait de Delacroix, cet autoportrait de Delacroix, datant sans doute de 1837, et qui nous montre un Delacroix au gilet vert. On voit le gilet vert sous le vêtement donc noir. Alors, cela traduit chez Delacroix plusieurs choses. D'une part, Delacroix a peint plusieurs autoportraits. Delacroix a accordé à son image une très grande importance toute sa vie, au point que, à la fin de sa vie, il a stipulé dans son testament que personne ne devait reproduire ses traits après sa mort, ni par moulage, ni par dessin ou photographie, précise-t-il. Cet autoportrait au gilet vert est non seulement un autoportrait, mais c'est aussi une image qui le montre vêtu d'un vêtement noir. Et Delacroix portait volontiers des vêtements noirs depuis un séjour qu'il avait fait en Angleterre en 1825 avec son ami Bonington, donc le peintre Bonington, fils d'un industriel installé à Calais. Delacroix a été tout à fait séduit par l'élégance sobre et discrète des dandys britanniques, et donc il a adopté leurs vêtements noirs. Il se targuait d'être l'introducteur en France du goût pour la mode anglaise dans le vêtement et la chaussure. Alors ce vêtement, c'est une redingote. Une redingote qui est donc le terme qu'on emploie en France pour désigner ce qui s'appelle en Angleterre riding coat, vêtement qui est à l'origine porté par le cavalier. Donc c'est un type de vêtement qui va être très répandu dans le courant du 19e siècle. En France, il devient le vêtement, on pourrait dire, bourgeois par excellence. La redingote devient donc un vêtement dont la signification est sociale et elle s'oppose ainsi peu à peu au paletot de l'ouvrier ou à la blouse du paysan. On voit apparaître à l'extrême fin du 19e siècle un autre type de vêtement noir qui se répand, c'est le smoking, comme on dit en France, dinner jacket en anglais. Euh, on raconte que c'est le prince de Galles, qui sera le roi Édouard VII, qui aurait introduit cette habitude de changer de vêtements pour aller, au terme du dîner, fumer dans le fumoir, dans
la smoking room donc, changer de vêtements pour éviter que les vêtements que l'on porte ne soient imprégnés de la fumée de tabac. Quoi qu'il en soit, le smoking devient un vêtement très prisé dans les lieux à la mode et il se substitue petit à petit à la redingote. Et l'exposition montrait non pas un smoking du 19e siècle, à côté de la redingote du 19e siècle, mais une interprétation par Yves Saint-Laurent en 1966, un smoking pour femmes qu'il a dessiné, ce qui a marqué une certaine date dans l'histoire de la mode en France. L'exposition montrait d'autres vêtements noirs représentés par les peintres sur eux-mêmes, donc Degas, Chassériau, même Goya d'une certaine façon, précurseur en la matière. Et puis, l'exposition montrait aussi le célèbre tableau de Fantin-Latour, Un atelier aux Batignolles. Alors, Fantin-Latour a composé plusieurs portraits de groupe. On peut considérer que, il a été influencé au fond par le thème des portraits hollandais, qui étaient souvent des portraits, portraits collectifs, mais des portraits de corporation, on pourrait dire. Euh, Fontaine-Latour a peint plusieurs portraits de groupe autour d'artistes. Il y a par exemple un portrait autour de Delacroix où l'on voit Manet et Baudelaire. Et il y a ce portrait autour de Manet précisément où l'on voit toute une série d'artistes réunis dans ce que l'on appelle à l'époque le groupe des Batignolles. Alors le groupe des Batignolles, c'est un groupe de peintres, de jeunes peintres dans les années 1860 qui fréquentent donc le quartier des Batignolles. C'est là que Édouard Manet a son atelier. Et Manet renouvelle la peinture dans les années 1860 en représentant des scènes de la vie contemporaine qui font scandale, comme par exemple l'Olympia en 1865 ou dès 1863 le déjeuner sur l'herbe. Et Manet avait l'habitude de réunir autour de lui des amis, des peintres, mais pas seulement des peintres, des amis avec lesquels il menait des discussions animées et des amis qui ont été choisis par Fantin-Latour comme thème de sa peinture. Fantin-Latour était un ami de Manet, mais il n'appartient pas lui-même au groupe des Batignolles, c'est-à-dire qu'il n'a pas les mêmes euh, euh, idées en matière de peinture qu'Édouard Manet. Et donc, que voit-on? On voit Manet assis, c'est le seul qui porte un vêtement clair, c'est-à-dire un pantalon clair. On voit Manet assis en train de peindre et qui peint-il? Eh bien, il peint le portrait du personnage qui est là, qui est Zacharie Astruc. Zacharie Astruc est un peintre, un sculpteur, un critique d'art, un ami de Manet. Il y a un autre critique d'art qui est debout derrière lui, ici, c'est Émile Zola. Émile Zola qui est critique d'art, qui n'est pas que critique d'art, il est aussi romancier. Et Émile Zola vient de publier Thérèse Raquin, il est en train de préparer La Fortune des Rougon. Donc, c'est un romancier qui commence à avoir une certaine notoriété, et c'est un romancier qui a des idées, en tant que critique d'art, des idées précises sur la peinture. Édouard Manet fera un portrait de Zola quelque temps plus tard. On voit également des peintres, en dehors d'Astruc. Donc, on voit ici, par exemple, Auguste Renoir, qui est debout, qui est coiffé d'un chapeau, et qui regarde Manet en train de peindre. On voit là la grande silhouette de Frédéric Bazille. Frédéric Bazille, qui est un peintre, ami de Manet, qui entame une carrière prometteuse qui sera malheureusement brisée par la guerre de 1870, durant laquelle Bazille trouve la mort. Et derrière Bazille, on aperçoit un petit peu dans dans le fond, on aperçoit donc Claude Monet. Euh, Deux personnages encore peuvent être repérés. Ici, c'est un peintre allemand qui s'appelle Otto Scholderer, qui est plutôt dans l'univers esthétique de Courbet que dans celui de Manet. Enfin, c'est un ami de Manet. Et on a d'autre part, entre Frédéric Bazille et Zola, on a là un autre ami de Manet qui est Edmond Maître, qui est un musicien et pas un peintre, mais que Fontaine-Latour a choisi de représenter sur ce portrait de groupe. Alors, ce qui est intéressant dans ce portrait, c'est que il existe des portraits de groupe où le peintre se représente entouré de ses amis. C'est
ce qu'a fait Fontaine-Latour à plusieurs reprises. Mais ici, il n'apparaît pas sur la scène, le peintre est absent de la toile. Il a peut-être voulu montrer par là que lui-même ne fait pas partie du groupe des Batignolles qu'il représente sur son tableau. Ce sont des amis, mais ils ne partagent pas leur conception en matière esthétique. Alors pourquoi Henri Fontaine-Latour a-t-il peint cette toile? Eh bien, surtout, on peut penser que c'est pour montrer que ces jeunes peintres, un petit peu révolutionnaires, en fait, sont des gens sérieux, sont des gens dignes d'intérêt, sont des gens prometteurs, et cela se voit dans la manière dont ils sont habillés. Il y a la jaquette qu'arbore Frédéric Bazille. Il les représente donc comme des gens sérieux, au visage grave, au maintien digne, et cela est tout à fait contraire à l'image qu'ils ont en 1868-70. Euh, Fontaine-Latour les représente, pour tout dire, comme des bourgeois, et donc il les représente vêtus de noir, pour la plupart. Ce tableau est exposé au Salon de 1870 au printemps. C'est un tableau qui est bien accueilli, mais en juillet, la guerre franco-prussienne éclate et cela va disperser en quelque sorte le groupe. Donc Frédéric Bazy va être tué durant la guerre, tué au combat. D'autres vont partir en émigration comme Monet. Et finalement, ce groupe se reconstitue d'une certaine façon en 1874 lors de la première exposition impressionniste à laquelle Monet participe, mais à laquelle Manet refuse de participer, estimant que la peinture doit s'imposer dans les circuits euh, normaux, disons, au salon, et pas en parallèle ou en sécession, comme dans l'exposition impressionniste. Le vêtement noir comme signe de respectabilité. Le vêtement noir effectivement porté par l'artiste. Une autre manière de montrer le vêtement effectivement porté par l'artiste, c'est de montrer l'artiste au travail, non pas l'artiste euh, se représentant en majesté devant un chevalet, mais l'artiste effectivement travaillant, tout au moins se représentant en tant que travailleur. Alors là, par exemple, un portrait d'Ary Scheffer, portrait d'un artiste qui n'est pas connu, qui n'est pas précisé. Ary Scheffer est un peintre d'origine hollandaise qui déploie ses activités en France dans la première moitié du 19e siècle. Il a beaucoup de succès, il évolue dans l'entourage du duc d'Orléans, le futur Louis-Philippe, ce qui lui vaut, durant la monarchie de Juillet, une position presque officielle, on pourrait dire. Il participe notamment à la décoration de la Galerie des Batailles à Versailles. La spécialité d'Ary Scheffer, c'est le portrait. Il réalise de nombreuses effigies de personnalités de tout bord, si l'on peut dire. Et ici, il donne donc un portrait tout à fait remarquable, celui d'un peintre posant en tenue de travail. Alors, bien entendu, il y a quelques éléments marquant la position du peintre, le châssis, la palette, le porte-mine, mais enfin, l'essentiel quand même, c'est le costume, c'est le vêtement rouge. Une couleur très vive, une couleur éclatante qui peut rappeler éventuellement le gilet rouge de Théophile Gautier lors de la bataille d'Hernani, on est en 1830. Hein. Donc cet ample vêtement rouge avec le col et le foulard d'un rouge un petit peu plus clair, tout converge vers le visage, tout converge vers le regard de l'artiste. C'est donc un très beau portrait d'un artiste au travail, d'un artiste vêtu tel qu'un peintre peut l'être dans son atelier. Un artiste, mais l'artiste peut être aussi une artiste. Voilà une peinture de Dutoit qui nous montre, c'est le titre, un atelier de jeune fille. Alors, la reconnaissance de la femme dans le monde de l'art avait commencé, on l'a vu avec Catherine Duchemin à la fin du XVIIe siècle, et puis le XVIIIe et le XIXe siècle avaient été plutôt des périodes de recul dans ce domaine.
Les femmes, en effet, au XVIIIe, au XIXe siècle, sont bannies des institutions académiques, qu'elles n'entrent pas à l'école des beaux-arts avant 1897. Donc il y a des circuits parallèles, il y a des initiatives personnelles. On voit ici donc un atelier où des femmes sont en train de peindre. Il y a une modèle qui est représentée par les peintres. On voit le costume de la peintre. On dit peintresse encore au XIXe siècle, mais nous, au XXIe siècle, on a abandonné le mot peintresse apparemment. Et donc, la peintre porte un tablier. Le tablier qui était autrefois celui des broyeurs de pigments, eh bien, est là le tablier, le vêtement de travail de la peintre. Ça peut être un tablier, mais ça peut être aussi une blouse. La blouse est dans la typologie sociale qui s'esquisse dans le vêtement au XIXe siècle, la redingote bourgeoise, le paletot ouvrier et la blouse paysanne. La blouse est un vêtement de travail. C'est un vêtement en coton, c'est un vêtement qui est fabriqué donc en grande quantité. C'est un vêtement qui est de toile épaisse. Euh, il est généralement bleu, mais il peut être noir. C'est un vêtement qui est porté sur les autres habits pour les protéger. Et c'est une blouse de tous les jours, si l'on peut dire. Parfois, il y a des blouses de jours de fête, de cérémonie, qui sont un petit peu décorées, brodées par exemple. Alors, la blouse fait son apparition dans les ateliers des peintres et parfois il y a des peintres représentés en blouse, comme c'est le cas de Corot, qui est représenté ici par l'un de ses amis, Charles de Savary, qui nous montre un Corot peignant. Alors, on voit que Corot a pris des dessins, des croquis sur le motif et puis qu'il peint dans l'atelier. Et donc, on le voit ici drapé dans une blouse. Alors, celle-ci est blanche et pas bleue. Elle peut être noire, comme je l'ai dit. Euh, Corot, c'est donc l'homme à la blouse, comme le disent ses amis. Et puis il y a un autre portrait très célèbre aussi, où on voit l'artiste drapé dans une blouse, c'est le portrait de Rosa Bonheur par George Achille Fould. Alors George Achille Fould est une peintre, c'est une amie de Rosa Bonheur à l'époque où elle peint ce tableau, donc en 1893, c'est-à-dire c'est la fin de la vie de Rosa Bonheur. Rosa Bonheur est une artiste qui a été immensément célèbre à la fin du 19e siècle, partout dans le monde, enfin en Europe et aux États-Unis en tout cas. C'est une artiste qui est spécialisée, qui s'est spécialisée dans la peinture animalière, et elle est vraiment, elle domine la peinture animalière à l'époque. Ici, elle est représentée donc dans son atelier devant un tableau représentant des lions. Tableau qui est terminé puisqu'il est encadré, puisque les coins sont protégés, le tableau est prêt à être expédié. Il arrivait à Rosa Bonheur très souvent de vendre ses peintures alors que celles-ci n'étaient pas achevées. Donc cette scène est presque réaliste au fond. Simplement, Rosa Bonheur n'est pas vraiment en train de peindre un tableau qui est terminé. Mais on la voit bien avec son attirail, sa palette, ses pinceaux, et on la voit avec ses deux vêtements caractéristiques. D'une part, une blouse bleue brodée, une blouse donc euh, de belle facture, et d'autre part, le pantalon. Rosa Bonheur est euh, réputée pour être la peintre en pantalon au XIXe siècle. Alors, il y a deux raisons à ça. Une première raison, c'est le côté pratique du pantalon, quand, comme c'est son cas, elle va sur le terrain observer les animaux. Notamment la plus célèbre peinture de Rosa Bonheur qui est conservée à New York, c'est le marché aux chevaux. Donc assister au marché aux chevaux avec les chevaux, avec les maquignons, avec toute la foule qui se presse en vêtements féminins, c'était un petit peu difficile. C'était attirer l'attention alors que l'attention devait se porter sur les chevaux. Et donc Rosa Bonheur a sollicité très souvent du préfet de police l'autorisation de se travestir. Il y a une permission de travestissement qu'on peut solliciter si on a de bonnes raisons. Et ça a été le cas, semble-t-il, de Rosa Bonheur, qui a obtenu plusieurs fois cette permission et qui a fait renouveler plusieurs fois cette permission de travestissement dans l'espace public. Ici, on n'est pas dans l'espace public et donc Rosa Bonheur porte le pantalon chez elle très, très souvent. Et cela, c'est par non-conformisme, on pourrait dire, par souci de la liberté individuelle.
Et Rosa Bonheur enfile une robe lorsque c'est nécessaire, lorsqu'elle est visitée à l'improviste chez elle. C'est le cas notamment lorsque l'impératrice Eugénie vient lui remettre un jour les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Là, Rosa Bonheur explique dans sa correspondance qu'elle a eu le temps d'enfiler une robe pour recevoir l'impératrice. Rosa Bonheur est la première femme artiste à recevoir la Légion d'honneur et elle n'est que la neuvième femme au XIXe siècle à avoir reçu la Légion d'honneur. Donc c'est un honneur extraordinaire qui montre la notoriété, la célébrité de l'artiste. Elle est donc ici en pantalon et en blouse. Vêtements de travail, par conséquent. Alors, cette évocation de Rosa Bonheur nous introduit à l'évocation de la question du genre. Le vêtement est en effet un instrument que l'artiste peut utiliser pour affirmer son identité et revendiquer une position sociale. Rosa Bonheur l'a fait, mais George Sand l'a fait aussi dans les années 1830 et 1840, moins dans la dernière partie de sa vie. C'est un euh, alors, George Sand n'est pas peintre, elle est romancière, comme on sait, écrivaine. Elle a choisi un nom de plume masculin, donc elle s'est très souvent habillée en redingote, en gilet, en pantalon, donc des habits réservés en principe aux hommes. Et Delacroix la représente ici, vêtue de cette façon, avec des cheveux courts. Elle est représentée ici plus en jeune homme qu'en jeune femme du XIXe siècle. Une autre artiste que l'on peut évoquer dans ce domaine est Louise Abéma. Donc, deux générations après George Sand. Louise Abéma est une artiste peintre qui se représente ici dans une barque avec Sarah Bernard. Sarah Bernard, la très grande comédienne, tragédienne donc de la deuxième moitié du XIXe siècle. Euh, les deux femmes sont compagnes dans la vie à cette période. La peintre, qui se représente vêtue de noir, affiche une attitude fière et elle mélange les genres. Elle porte un vêtement noir, un gilet crème, euh, mais elle porte aussi une jupe noire. Et donc elle semble mélanger les genres pour affirmer sa personnalité, pour affirmer son identité. Et donc, elle a choisi le thème de la peinture, c'est donc une promenade sur le lac du Bois de Boulogne avec sa compagne Sarah Bernard. On a beaucoup glosé sur les signes blancs et noirs, signes dans lesquels on a voulu voir une évocation précisément blanc et noir avec les deux femmes en blanc et en noir, une évocation de la relation homo-érotique qui les unit. On a même voulu faire un rapprochement avec le lac des cygnes de Tchaïkovski, où il y a évidemment un signe blanc et un signe noir, Odette et Odile. Euh, mais bon, le lac des Cygnes est composé, certes, en 1883, lorsque Louise Abéma peint cette toile. Le ballet est composé en 1875, mais en fait, il n'est vraiment célèbre qu'après la mort de Tchaïkovski en 1893. Et d'ailleurs, quand on regarde bien l'argument du ballet, certes, il y a un signe blanc et un signe noir, mais le thème homo-érotique n'est pas du tout présent. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que certaines mises en scène ont fait apparaître ce thème qui peut-être était présent dans l'esprit de Tchaïkovski, mais qui en tout cas n'apparaît pas dans la lettre du livret. Une autre artiste qui aborde cette question du genre, c'est donc la peintre d'origine danoise Gerda Wegener. Gerda Wegener qui nous donne ici un portrait de Lily, datant de 1922. Et donc on voit ce qu'est ce portrait, on voit le vêtement, on voit les bijoux, on voit le maquillage, on voit l'attitude de Lily. Mais qui est Lily? C'est donc évidemment la compagne de l'artiste. Mais Lily est ce que l'on appelle aujourd'hui une transgenre, donc une femme transgenre, c'est-à-dire homme d'abord et devenue femme, euh, et vivant en femme, et étant perçue en femme. Lily a été, au début du XXe siècle, une des pionnières des droits des personnes transgenres que l'on connaît bien au début du XXIe siècle. Donc, à travers l'apparence, à travers le vêtement, il y a cette affirmation de l'identité. Un autre artiste qui utilise le vêtement pour
l'affirmation, non pas peut-être d'une identité, mais l'affirmation d'un projet précis. C'est Marcel Duchamp qui est ici euh, travesti en rose, c'est la vie, et photographié par Man Ray. Alors, dans l'esprit de Marcel Duchamp, Rose, c'est la vie et son alter ego. C'est un personnage féminin fictif qui peut être vu comme un autre nom pour Marcel Duchamp, mais qui est aussi une création de Marcel Duchamp, une œuvre à part entière. Duchamp est un artiste qui se réinvente en femme, qui va avoir une production artistique, qui va avoir une production même littéraire. Rose, c'est la vie, qui est à la fois une œuvre de Marcel Duchamp et à l'origine d'œuvres de Marcel Duchamp. Et ce personnage de Rose, c'est la vie, préfigure la fluidité des genres et le mélange des codes vestimentaires que l'on voit souvent euh, chez les artistes du XXe et du XXIe siècle. Un autre artiste qui pratique cette fluidité des genres et du code vestimentaire, c'est Andy Warhol. Andy Warhol, qui est donc un artiste très célèbre de la fin du XXe siècle, dont la production est bien connue, mais dont la production d'autoportraits en femme, en travesti, donc n'est pas toujours très bien considérée. C'est une série qu'il réalise dans les années 1980, une série d'autoportraits réalisés au Polaroid, qui sont inspirés visiblement de Rose, c'est la vie de Marcel Duchamp, sans doute, et Andy Warhol apparaît ici maquillé de façon excessive. Il apparaît, ou elle apparaît vêtue de blanc, coiffée de différentes perruques. Tout est à la fois simple et outré dans la pose du personnage. Et l'expression impassible d'Andy Warhol provoque presque un certain malaise chez celui qui regarde cette série. Cette démarche d'Andy Warhol la, le- s'inscrit dans la pratique qu'il a menée toute sa vie, c'est-à-dire les séries précisément, et la réflexion sur l'identité et la mise en scène. Alors cette section de l'exposition se terminait par une évocation de l'univers du drag et de ses origines, qu'on n'hésite pas à faire remonter à la Grèce antique où, nous dit-on, les rôles de femmes étaient tenus par des hommes, ce qui est tout à fait exact, mais le lien avec l'époque contemporaine est quand même assez difficile à établir. Les artistes ont parfois considéré le vêtement non pas comme un costume lequel se montrer, ou comme un instrument à utiliser pour établir une certaine forme de revendication, mais comme un support pour leur création. Et c'est le troisième thème de l'exposition qui marque la fin de l'exposition. On présente l'artiste comme créateur de costumes à travers une création, une œuvre tout à fait originale, peu connue, mais très intéressante de Rodin, une étude de robe de chambre. Alors, le phénomène s'explique de la façon suivante. Rodin reçoit en 1891 la commande d'un portrait, d'un monument en mémoire de Balzac. Balzac est mort en 1850. Et évidemment, pas question pour Rodin, en 1891, de s'inspirer du personnage de Balzac, de voir le personnage de Balzac pour composer le monument. Rodin réalise une enquête très poussée qui lui permet de retrouver le tailleur de Balzac, qui est toujours vivant dans les années 1890, et donc d'avoir accès à des éléments concrets concernant le costume de l'écrivain, notamment une robe de chambre de l'écrivain. Et donc, il va s'inspirer de cette robe de chambre pour composer la création du monument à Balzac que l'on connaît bien, monument qui est présenté aux commanditaires en 1897, qui est refusé par ceux-ci, et donc le- le monument en plâtre ne sera tiré en bronze que très longtemps après la mort de Rodin. Rodin meurt en 1917 et la statue n'est fondue en bronze qu'en 1939 finalement. Enfin, on voit que ici, l'artiste, le sculpteur, qui crée une effigie de Balzac, eh bien, en fait, crée aussi un modèle de vêtement. Alors, ce qui est vrai de Rodin
est vrai aussi de Sonia Delaunay. Sonia Delaunay est une artiste pionnière de l'art abstrait, qui a développé le concept de peinture simultanée, c'est-à-dire que, s'inspirant des conceptions du chimiste Chevreul, elle estime que les couleurs, lorsqu'elles sont juxtaposées, s'influencent mutuellement et influencent la perception de celui qui les regarde. Il y a ainsi une vision particulière qui apparaît de la juxtaposition des couleurs. Et Sonia Delaunay applique ce principe non seulement à la peinture, mais aussi à la création, à la décoration et à la création textile, à la mode, au design textile, comme on dit aujourd'hui. Elle crée en effet des tissus, elle crée des vêtements, et donc le dessin qu'on voit là met en scène trois femmes vêtues de robes colorées, de motifs géométriques, trois femmes qui évoluent dans un décor abstrait, et trois femmes qui incarnent ce principe de la peinture simultanée que Sonia Delaunay a élaboré. Cette technique va influencer, va avoir des prolongements dans le monde plus contemporain, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle, où on voit des créateurs s'inspirer de ces principes. Ce qui nous amène à poser la question de l'artiste passant de la création à la couture. Il y a en effet un lien possible que l'on peut établir entre couture et art, entre couturier et artiste. Ce thème très intéressant n'est que suggéré par l'exposition, suggéré par la présentation de quelques vêtements, suggéré par le panneau qui est derrière cette robe d'Yves Saint-Laurent. Euh, c'est c'est un thème qui mérite d'être un petit peu développé, c'est ce que je vais faire. Il faut souligner les innovations qui apparaissent en effet au milieu du XIXe siècle. En 1852, Aristide Boucicaut fonde à Paris un magasin à rayons multiples qu'il appelle Au Bon Marché. En 1861, Charles Harrod diversifie à Londres l'épicerie de son père et ouvre un magasin à rayons multiples. Et puis en 1870, à Paris, Ernest Cognac ouvre un magasin à rayons multiples qu'il appelle La Samaritaine. Donc, les grands magasins, les magasins à rayons multiples, qui sont la nouveauté du milieu du XIXe siècle. La devise de Harrod à Londres résume bien ce qu'est un magasin à rayons multiples. Cette devise, c'est Omnia ubique omnibus, donc en latin, ce qui signifie en français tout, partout, pour tous. C'est un changement spectaculaire pour ce qui concerne le vêtement, et c'est bien ce qu'Émile Zola a compris, lui qui choisit de baptiser Au bonheur des dames le magasin à rayons multiples qu'il décrit dans le roman qui est publié en 1883. Ce qui est vrai du vêtement de façon générale est vrai de la haute couture aussi. On voit apparaître en effet en 1858, donc après la fondation du Bon Marché, mais avant la fondation de la Samaritaine, pour rester à Paris, on voit apparaître en 1858 l'établissement fondé par Charles Worth, donc en français on dit Worth. Au XIXe siècle, on ne va pas prononcer les noms anglais à l'anglaise. Donc Charles Worth qui établit sa propre maison de couture à Paris, rue de la Paix, et il l'appelle Maison spéciale de nouveautés confectionnées. Le succès est immédiat parce que des personnes, des femmes, vont s'emparer des créations de Worth pour euh, donner le là en matière de couture, en matière de mode. Ce sera par exemple l'épouse ambassadeur d'Autriche, la princesse de Metternich, ou alors ce sera le cas de l'impératrice Eugénie, ou à Vienne de l'impératrice Élisabeth. L'impératrice Élisabeth Sissi, qui achète à Worth des robes, comme par exemple celle-ci qu'elle choisit de faire représenter sur son grand portrait officiel, la robe de bal aux étoiles. Alors, cela aurait gagné à être développé dans l'exposition parce que je ne sais pas si les robes de la princesse de Metternich ont été conservées, mais les robes de l'impératrice Elisabeth l'ont été, et en tout cas celles de l'impératrice Eugénie, pour certaines d'entre elles tout au moins, l'ont été aussi. D'ailleurs, on les présente au château de Compiègne. Et donc, la nouveauté que Worth introduit, c'est la haute couture dans le grand magasin. Maison de nouveautés confectionnées.
Alors, la notion de nouveauté confectionnée est en soi une véritable révolution. Jusque-là, le seul moyen pratiquement de se procurer un vêtement prêt à porter était de l'acheter sur le marché de seconde main, c'est-à-dire chez un fripier. Le vêtement neuf ne se vendait pas dans une boutique ayant pignon sur rue, il était confectionné par un tailleur à la demande du client. Éventuellement, le tailleur pouvait présenter des modèles qu'il adapterait à la taille du client, mais celui-ci ne ressortait pas de la boutique en ayant le vêtement qu'il avait choisi. Il lui fallait attendre que le travail soit fait. Il n'y avait pas de prêt-à-porter. Eh bien, Worth, pour les vêtements de prix, et les grands magasins, pour les vêtements plus simples, inventent précisément cette notion du prêt-à-porter. Worth et les grands magasins mettent les nouveautés à la mode, à la disposition des clientes, tout à chacun pour les grands magasins, mais la comtesse Greffule pour Worth, la comtesse Greffule qui passe pour avoir été le modèle de la duchesse de Guermantes que Proust a mis en scène dans La Recherche. Euh, Worth est un novateur extraordinaire qui inaugure des pratiques qui sont encore en usage aujourd'hui. Il met en place un système de collection saisonnière. Il invente ce qu'il appelle des sosies, que nous appelons, nous, des mannequins. Il invente les défilés de mode. À partir des années 1860, Worth signe ses créations. Ses vêtements sont griffés grâce à des étiquettes du genre de celles que vous voyez, où l'on voit le nom du couturier, on voit le mot presque magique de Paris. Et donc, avec sa griffe, Worth élève la couture au rang d'œuvre d'art. C'est un artiste qui signe sa création. Les couturiers deviennent des artistes. Et Worth invente la figure du grand couturier, célèbre pour son inventivité, ce qui aurait pu, ce qui aurait dû, lui valoir une certaine place dans l'exposition du musée du Louvre-Lens. Ce n'est pas Worth qui est mis à l'honneur, c'est Yves Saint-Laurent, qui est une référence incontestable évidemment, Yves Saint-Laurent qui, voilà, un siècle après Worth, euh, crée lui aussi des concepts nouveaux. On voit ici deux des robes qu'il crée en 1965, comme il le dit, en hommage à des artistes, à Poliakoff ou à Mondrian. Ce sont des robes courtes, ce sont des robes droites, ce sont des robes donc en lainage. Ce sont des robes qui ont un succès immédiat. On les voit, on les achète, on les photographie. Et ce sont des robes qui, d'une certaine façon, deviennent des symboles de la mode des années 60, des années 1960. Worth étant le symbole de la mode des années 60 du 19e siècle. Alors, au XXe siècle, d'autres artistes s'interrogent aussi sur la place du vêtement dans l'art et la société. Ils ou elles revisitent les pratiques textiles et vont créer leurs propres vêtements. Alors, c'est le cas, par exemple, de Fujita. Fujita, qui est un artiste d'origine japonaise, qui s'installe en France, qui sa culture, si l'on peut dire, en France, et qui va fabriquer des vêtements inspirés des thèmes traditionnels japonais, comme celui qu'on voit là, des vêtements traditionnels mis au goût du jour, des vêtements qu'il confectionne, qu'il coud lui-même, qu'il porte lui-même. Contrairement à certains artistes couturiers comme ceux dont on vient de parler, Fujita ne commercialise pas ses créations. Il coud des vêtements pour lui. Donc un exemple intéressant d'artiste couturier. Autre exemple intéressant d'artiste couturier, c'est Léonore Fini. Léonore Fini et sa créatrice, Geneviève Sevin. Léonore Fini est une artiste qui est associée au mouvement surréaliste et elle utilise le vêtement comme un support de sa création, des vêtements qui lui permettent de changer d'apparence, qui lui permettent aussi un prolongement de son action créatrice, un prolongement de sa création, de sa recherche. Elle porte des masques, elle porte des chapeaux et elle porte des capes de grande taille.
Et Léonore Fini noue une collaboration avec la créatrice Geneviève Sevin, dont elle porte les robes de soie faites d'un tissu coupé d'un seul tenant, plissé et teint. Elle crée une silhouette issue d'un monde mystérieux, d'un monde évanescent. Les vêtements reflètent l'univers de l'artiste. Alors cela se voit aussi, et peut-être même encore mieux, à travers l'exemple de Niki de Saint-Phal. Niki Saint-Phal est une artiste qui est active dans la deuxième moitié du XXe siècle. Elle a une œuvre variée qui l'amène à collaborer avec un certain nombre d'artistes, Tinguely par exemple. Et Saint-Phal et Tinguely, en 1982, créent la Fontaine Stravinsky à Paris, près du centre Pompidou. Pour Niki de Saint-Phal, la mode est un langage à travers lequel elle peut s'affirmer. Elle est consciente de l'impact de son image. Elle affirme l'originalité de son style euh, par la création, par des prises de parole aussi parfois, mais par la création. Et ici, en 1982, elle innove dans un domaine qui est ce qu'on appellera par la suite les produits dérivés, mais qui est le parfum. La photographie nous montre l'arrivée de Niki de Saint-Phal et d'Andy Warhol dans une manifestation à New York pour marquer la mise sur le marché de quelques-unes des productions de Niki de Saint-Phal, vêtements comme on le voit, et parfums. Il y a un parfum qui est lancé, parfum dont elle a non seulement esquissé la composition, mais dessiné aussi le flaconnage, et en particulier le bouchon. Le bouchon du flacon qui est composé de deux serpents entrelacés et dont elle a fait aussi un couvre-chef. Et avec Niki de Saint-Phal, évidemment, l'exposition pouvait trouver une conclusion. C'est-à-dire que Niki de Saint-Phal euh, crée, mais Niki de Saint-Phal propose au public des créations que celui-ci peut acquérir, un large public. Niki Saint-Phal peut ainsi collecter des fonds qu'elle utilise pour financer ses créations, en particulier le jardin des tarots qu'elle établit en Toscane, un petit peu à l'imitation du parc Güell de Barcelone. Et donc l'artiste crée des sculptures monumentales, ou bien des vêtements ou des parfums. L'artiste porte des vêtements ou des parfums. Le public admire les créations de l'artiste, mais peut acquérir les produits dérivés que l'artiste a élaborés. De la haute couture, on passe à la confection et au prêt-à-porter. L'industrie textile avait permis, au début du XIXe siècle, à la blouse et à la toge d'être accessibles aux artistes. L'industrie permet à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe, elle permet aux artistes de développer leurs activités et de développer leurs moyens. Ce serait une conclusion convenable pour la démonstration que l'exposition a entreprise, rappelons-nous, s'habiller en artiste, l'artiste et le vêtement. Une conclusion convenable, oui. Le musée du Louvre-Lens a choisi une autre voie pour terminer l'exposition. Cette autre voie, c'est ce qu'on pourrait appeler l'abandon du vêtement. Le vêtement n'est plus un habit, il se transforme en sculpture. Des créateurs illustrent la montée du vêtement œuvre, une œuvre en soi, en quelque sorte. Alors on voit par exemple Atsuko Tanaka proposer en 1956 ce qu'elle appelle une robe électrique qui est couverte d'ampoules, qui est couverte de tubes électriques, robe électrique qui pèse 65 kilos et que naturellement elle ne peut pas porter, même si la photographie semble laisser penser le contraire. Euh, certainement une liberté de création, c'est certainement une œuvre élaborée, originale et intéressante, mais ça n'est plus un vêtement. De même, création qui était proposée par le Louvre-Lens, les créations de Jeanne Visserial, Vénus ouverte. Alors, ces Vénus ouvertes sont des sculptures de fil. Ce n'est même pas du tissu, c'est la fibre textile qui est utilisée et qui est maniée pour proposer, pour faire apparaître un corps féminin disséqué qui peut montrer éventuellement
comme c'est le cas pour la Vénus ouverte numéro 2 ici, qui peut montrer par un assemblage de fils, qui peut évoquer donc les organes internes du corps. Assemblage de fils pour la Vénus numéro 2, assemblage de feuilles séchées pour la Vénus numéro 1. Ce sont des sculptures de fils, ce ne sont pas du tout des vêtements. On ne peut pas porter ces robes, elles ne sont pas conçues pour être portées, on ne peut pas les porter en effet. Donc, Jeanne Visserial réalise certainement une création artistique, mais ce n'est pas un vêtement. On en arrive donc à nommer vêtements des créations qui ne sont pas destinées à vêtir. Force est de constater que le thème de l'exposition n'a pas été suffisamment analysé et que donc, la problématique étant défaillante, la démonstration est quelque peu superficielle. Le sujet s'est dissous, l'artiste a oublié le vêtement qui était pourtant le thème de l'exposition, la démonstration avait été entreprise, mais elle n'aboutit pas. Elle n'aboutit à rien.